Depuis fin 2020, Apple révolutionne ses Mac avec l'arrivée de ses puces maison, les M1. Puces qui remplacent les processeurs et cartes graphiques habituels de nos ordinateurs et qui, il faut bien le dire, font des petites merveilles. Alors, envie de passer sous Mac ou tout simplement envie de changer son ancien ordinateur Apple pour un nouveau? Eh bien, installez-vous, vous êtes au bon endroit, le guide d'achat Mac, c'est parti! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo spéciale Apple. Vous le savez, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces viennent d'être dévoilés, assurant maintenant une gamme quasi complète d'ordinateurs avec les puces Apple Silicon. On a effectivement à dispo le MacBook Air, les MacBook Pro en plusieurs versions, le Mac Mini et l'iMac qui sont tous équipés de ces fameuses puces. Alors, on va faire un tour rapide sur toutes ces machines, vous présenter un petit peu les points forts et les points faibles, et ensuite, la grosse partie de la vidéo, ça sera pour déterminer quel ordi choisir selon vos attentes. Cette chaîne étant pas mal axée sur le montage vidéo, on axera pas mal là-dessus. On verra aussi à la fin les configs que je trouve les plus intéressantes pour du montage, et notamment quel ordi moi je prendrais si je devais changer mon ordinateur. Cette vidéo est chapitrée, on attaque tout de suite avec la présentation des ordis fixes au début puis portables, de l'entrée de gamme au plus haut de gamme. C'est parti! Le Mac Mini, c'est l'ordinateur abordable chez Apple avec un prix d'entrée à 799 €. Il s'agit d'un petit ordinateur fixe, transportable très facilement et qui depuis l'an dernier est maintenant équipé de la puce M1, ce qui le rend aujourd'hui pas mal puissant au vu de son prix. De base, il est équipé de 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. On peut bien sûr modifier ça en montant notamment jusqu'à 2 TB de stockage et 16 Go de RAM. Ce Mac Mini propose plusieurs connectiques différentes. De l'USB-C, de l'USB-A, la forme rectangulaire classique, la prise HDMI, un jack et une prise Ethernet. Seule prise importante qui est manquante, c'est le lecteur de carte SD. On en parlera juste après avec les conseils d'achat, mais ce Mac Mini sera sûrement renouvelé début 2022 avec notamment une version qui aura plus de puissance. En point fort, on a son prix, très abordable, et également ses performances. La puce M1 faisant de lui un ordinateur très polyvalent. Et dernier point fort, en comparaison avec d'autres Mac, il propose bien plus de connectiques. Les points faibles, on a l'absence de carte SD, ce qui est toujours un petit peu dommage pour un ordi fixe. Et en comparaison avec les iMac, on a ici l'obligation d'acheter un écran en plus. C'est l'ordinateur fixe star de chez Apple, le fameux iMac. L'iMac 24 pouces, cette taille de l'écran, est proposé en plusieurs couleurs et surtout avec la fameuse puce M1. Avec un prix d'entrée de 1449 € pour 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, c'est quand même 650 € de plus que le Mac Mini. Mais ici vous avez un ordinateur tout en un avec un écran de 24 pouces de résolution 4,5K. Niveau connectique, on ne peut pas dire que cet iMac soit complet car il ne propose que de l'USB-C derrière l'écran et une prise jack. Alors cet iMac présente pas mal de pièges au moment de sa configuration, car certaines options ont une influence directe sur d'autres options. Ce 24 pouces propose deux finitions. La première, qui attaque donc à 1449 €, embarque une puce M1 qui est en réalité légèrement plus faible au niveau de la GPU, la carte graphique. 7 cœurs au lieu de 8. Alors c'est pas vraiment un gros souci, on aura grosso modo juste 5 à 10% de performance en moins sur la partie graphique. Mais choisir cette version, ça va avoir une influence sur 3 autres options. Déjà, vous aurez que 4 couleurs disponibles contre 7 si vous prenez la seconde version. Le Touch ID sur le clavier, cette touche qui vous permet de déverrouiller l'ordinateur avec votre empreinte digitale, elle sera en option pour 50 € de plus, alors que sur la seconde version, elle y est de base. Et surtout, avec cette première version, vous n'aurez que 2 ports USB-C contre 4 pour la seconde version. La seconde version, elle attaque à 1669 €, avec toujours 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Petit plus, avec cette version, vous aurez une prise Ethernet présente sur le bloc d'alimentation, donc en gros sur le câble d'alimentation. Enfin, comme pour tous les ordinateurs Apple, on peut décider de prendre plus de RAM, 16 au max, et plus de stockage au moment de l'achat. Alors les points forts de l'iMac, déjà grâce à la puce M1, on a toujours de belles performances, peu importe la version. Ensuite, on a un écran magnifique avec une très grande résolution de 4,5K. Et enfin, on a un format tout en un, avec une unité centrale et un écran qui sont réunis, ce qui réduit l'encombrement final de l'ordinateur et qui réduit aussi le nombre de câbles. On n'a pas de câbles nécessaires pour relier l'ordi et l'écran notamment. En point négatif, on a une connectique qui est quand même très pauvre, que de l'USB-C grosso modo, et surtout, on a ici un iMac qui est quand même beaucoup plus cher que le Mac Mini. On paye beaucoup l'écran. Allez, on continue avec les ordi fixes de chez Apple, il en reste deux que je vais évoquer plus rapidement, l'iMac 27 pouces et le Mac Pro. Ce sont deux ordinateurs très haut de gamme mais pas mal destinés au milieu professionnel. Mais le souci ici, c'est qu'ils n'ont pas été encore renouvelés et embarquent encore des processeurs Intel. Quand on sait que les puces M1 des plus petits Mac rivalisent complètement avec eux, payer des prix forts pour ça, c'est franchement dommage. L'iMac 27 pouces pourrait être renouvelé avant mi-2022 avec forcément les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max qui viennent d'arriver sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Le Mac Pro, lui, ça serait pas étonnant de le voir disparaître.
Donc que ce soit l'iMac ou le Mac Pro, tant qu'ils n'ont pas été renouvelés, ce ne sont pas des appareils vraiment à considérer. Ok, on a fait la présentation des ordi fixes, avec notamment les deux plus pertinents, le Mac mini et l'iMac 24 pouces. Alors, si vous souhaitez un ordi fixe, lequel des deux prendre? Très clairement, le meilleur rapport qualité-prix, c'est le Mac mini. Les deux ordinateurs ont les mêmes performances, sauf qu'avec le Mac mini, eh bien, on a plus de connectique, et surtout, on a un ordi qui coûte 870 € de moins à performance équivalente. Ici, j'ai configuré un Mac mini avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, on est à 1029 €. Tandis que sur l'iMac, avec la même puce M1 8 cœurs en GPU, on est à 1890 € pour la même config. La différence est énorme. Et si on compare le Mac mini avec l'iMac qui embarque une puce légèrement plus faible avec 7 cœurs en GPU, on a toujours une grande différence de 650 €. Donc ici, tout l'enjeu de votre choix sera porté sur l'écran. Est-ce que dans vos envies Mac, vous souhaitez également un écran Apple? Honnêtement, ils sont quand même assez incroyables et ont de très grandes résolutions. Donc si c'est quelque chose qui vous fait envie, l'iMac 24 pouces peut présenter plusieurs versions selon vos attentes. La version entrée de gamme est vraiment à considérer. Elle a très peu de connectique, certes, mais si vous souhaitez juste une utilisation bureautique, navigation web, Netflix, sans jamais brancher plusieurs disques ou autres en même temps dessus, eh bien les deux ports USB-C vous suffiront largement. On peut voir cette config comme assez radin niveau connectique, mais il faut réellement se dire que beaucoup de gens n'ont pas réellement besoin de beaucoup de prises. En enlever une partie, eh bien si ça permet de proposer une version moins chère, c'est toujours cool. Toujours pour cette version entrée de gamme, le choix plus limité de couleurs et l'absence de Touch ID, à mon sens, c'est pas vraiment problématique. Et pour une utilisation bureautique avec même du montage vidéo occasionnel, un cœur en moins pour la GPU, ça ne changera pas grand chose, voire ça ne changera rien du tout. Vous pouvez garder 8 Go de RAM si vous avez une utilisation assez légère, en revanche je vous conseille quand même de prendre au moins 512 Go de stockage. Et au final ça vous fait un ordi performant à 1679 € avec le superbe écran Apple. Mais tout dépend de vos attentes, si l'écran n'est pas votre priorité, le choix malin entre les deux c'est clairement le Mac mini. Encore plus si vous disposez déjà d'un écran. Ici aussi, je vous recommande de prendre au moins 512 Go de stockage pour un prix final de 1029 €. Alors par contre, si vous êtes quelqu'un qui souhaite un ordi fixe pour une utilisation plus poussée, là je vous recommande d'attendre. Que ce soit le prochain Mac mini ou le futur iMac 27 pouces, on va avoir rapidement en 2022 des ordi fixes avec des puces plus performantes, les M1 Pro et M1 Max. Donc notamment si le Mac mini vous fait de l'œil et que vous faites du montage vidéo très régulièrement et de manière assez poussée, attendez sagement 2022. On pourrait avoir un ordi fixe ici très puissant pour un prix encore abordable. Même si bien sûr il sera plus cher avec ses puces. Je dirais dans les 1500 €. Allez, c'est ok pour les ordi fixes, on passe à la partie ordinateur portable, je vous les présente rapidement et surtout on les compare après. Voilà la petite star de Apple depuis bien longtemps, l'entrée de gamme des portables, le MacBook Air. Ordinateur incroyablement fin qui attaque à 1129 €. Avec souvent des soldes, je vous invite à aller voir les liens en description. À ce prix là, on a la même config que l'entrée de gamme de l'iMac 24 pouces. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, cette puce M1 légèrement moins puissante en GPU et uniquement 2 ports USB-C en plus de la prise jack. C'est un ordinateur entrée de gamme Apple, mais aujourd'hui c'est un ordinateur très performant grâce à la puce M1. 3 couleurs disponibles et toujours autant de configurations possibles, avec toujours cette limite de 16 Go de RAM et 2 Tera de stockage. On peut également choisir la puce M1 classique avec 8 cœurs en GPU. Alors, point fort de l'ordinateur, eh bien son prix bien entendu, 1129 € en prix d'attaque, c'est quand même correct. Sa finesse et son poids, la résolution de l'écran qui est en 2,5K, pour ce genre d'appareil c'est quand même une très belle résolution, et ses performances au vu de son prix. On est ici sur des performances quand même qui sont assez poussées pour un ordinateur qui coûte relativement peu cher. Les points faibles, sa connectique qui est quand même très limitée, et l'absence de ventilateur pour refroidir l'ordi. Vous prenez le MacBook Air, vous lui donnez un peu plus d'épaisseur, un ventilateur, et grosso modo vous obtenez le MacBook Pro 13 pouces. En version de base, il propose directement la puce M1 en 8 cœurs GPU avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1449 €. À configuration équivalente, il est 300 € plus cher que le MacBook Air. A noter que ce Mac propose encore la Touch Bar, c'est maintenant le seul. En point fort, il a un ventilateur pour mieux dissiper la chaleur durant de longues sessions qui seront très gourmandes en ressources. On a une autonomie record ici de 20 heures, soit 2 heures de plus que le MacBook Air sur papier, et visiblement encore plus en pratique. Enfin, en point faible, on a un ordi quand même qui est beaucoup plus cher que le MacBook Air pour les mêmes performances, on a un ordi qui est moins léger, et aussi, eh bien, on a toujours un ordinateur qui a que 2 ports en USB-C et un jack. Le nouveau MacBook Pro 14 pouces, la star de cette fin d'année 2021. Une nouvelle taille d'écran chez Apple. Il vient d'être présenté en même temps que le 16 pouces et il apporte pas mal de changements. Déjà, on a ici le retour des connectiques. En plus du classique USB-C jack, on a ici un port HDMI et un lecteur de carte. Par contre, pas d'Ethernet ni même d'USB-A classique. Ce MacBook Pro 14 propose de nouvelles puces. Pas de puce M1 standard disponible, d'ailleurs c'est un peu dommage.
On a ici le choix entre la puce M1 Pro et M1 Max, qui sont deux puces encore plus puissantes. Et de base, ce Mac est proposé avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, pour un prix d'attaque à 2249 €, plus de 2 fois un MacBook Air. Dans sa configuration de base, il propose une puce M1 Pro légèrement moins performante que la M1 Pro classique, 8 cœurs contre 10 pour le CPU et 14 cœurs contre 16 pour la GPU. Alors, en point fort, les connectiques qui sont plus nombreuses que d'habitude, un bel écran 3K et un ordinateur qui globalement sera très puissant. En point faible, eh bien, on a ici quand même un ordinateur qui coûte quand même très cher, bien plus que 2000 €. L'absence d'USB-A aussi, une connectique qui aurait été très cool. Et enfin, le dernier MacBook, le haut de gamme, lui aussi tout récent, le MacBook Pro 16 pouces de 2021. Il est le très haut de gamme Apple avec un prix d'attaque à 2749 €. Il est globalement 250 € plus cher que le 14 pouces à configuration équivalente. Sa version de base compte elle aussi 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Mais ici c'est la M1 Pro classique, donc 10 cœurs en CPU et 16 cœurs en GPU qui est présente d'emblée. La résolution de l'écran est plus grande en 3,5K. Bien entendu, on a ici la possibilité de choisir entre la M1 Pro et la M1 Max, et comme pour le 14 pouces, on peut monter jusqu'à 64 Go de RAM et 8 Tera de stockage. Alors en point fort, on a les mêmes connectiques que le 14 pouces, ça c'est cool. On a un écran en 3,5K, on a un ordi qui là peut vraiment être surpuissant, et on a une autonomie qui est de plus de 20 heures, soit 3 ou 4 de plus que le 14 pouces. En point faible, on a un ordi qui est forcément très cher, plus de 2700 €, et on a un ordi qui est quand même beaucoup moins transportable, plus gros, plus lourd, plus de 2 kg. Bien, on a fait le tour des MacBooks d'Apple, alors lesquels sont les plus intéressants? Déjà, un premier constat, tous ces ordinateurs, ça vaut aussi pour les fixes, ce sont maintenant des ordinateurs très performants grâce aux puces Apple Silicon, que ce soit la M1, la M1 Pro, la M1 Max. Pour une utilisation bureautique, de streaming vidéo et même de montage vidéo simple, ils vont faire le taf. Même la version basique du MacBook Air. Ce sont des ordinateurs qui se placent quand même d'emblée sur des performances assez élevées. A partir de là, si vous avez une utilisation juste bureautique classique, eh bien le MacBook Air vous suffira. Il est même fait pour ça. Alors je trouve que 256 Go de stockage de base, c'est trop peu. Essayez de prendre 512 Go, mais sinon en vrai pas vraiment besoin de plus. Vous pouvez prendre la version avec la puce M1 7 cœurs au lieu de 8 pour la partie graphique, vous y gagnerez une quarantaine d'euros. 7 ou 8 cœurs en GPU pour de la bureautique, ça ne changera strictement rien. Si vous faites plus régulièrement du montage, à la limite pour 40 €, vous pouvez prendre les 8 cœurs. Car oui, c'est aussi l'autre info à savoir, avec ce MacBook Air, on peut complètement faire du montage vidéo, et même très facilement. Je vous invite à aller voir des tests, notamment un fait par les numériques qui, sans vraiment galérer, ont réussi à faire du montage 8K sur cette machine. 8K, c'est pour vous dire, on ne demande pas autant nous. Déjà monter correctement en 4K, c'est très bien. Donc pour tous ceux qui en ont une utilisation normale, le Air vous suffira largement. Tout comme du coup, au niveau des fixes, le Mac Mini vous suffira largement. Alors il y a le Air, mais il y a aussi le Pro 13 pouces juste à côté. En vrai, aujourd'hui, le Pro 13 pouces n'a pas réellement de gros intérêt. Il a une meilleure autonomie, il a un ventilateur, mais c'est à peu près tout. Et en plus, niveau ventilateur, eh bien, il faut savoir que ces ordinateurs Apple avec la puce M1, ils chauffent beaucoup moins qu'avant. Donc c'est honnêtement moins important. Mais surtout, pour 280 € de plus à config équivalente, eh bien, le MacBook Pro 13 pouces n'est pas vraiment plus puissant, tout simplement parce qu'il a la même puce M1. Avant, entre le Air et le Pro 13 pouces, le processeur n'était pas le même, donc il y avait de grandes différences. Aujourd'hui, eh bien, c'est le cas, ils ont la même puce. Ce qui fait que par exemple les exports vidéo sur le Air ils durent à quelques secondes près pareil que sur le MacBook Pro 13 pouces et la fluidité de lecture elle est identique. Comparé aux 14 et 16 pouces, le MacBook Pro 13 pouces n'a pas les nouvelles connectiques et il a encore la touch bar et il a bien sûr ce gros déficit de performance avec la puce M1 alors que les autres ont la puce M1 Pro ou M1 Max. Et comparé au MacBook Air, eh bien il a la même taille, la même résolution d'écran et pas réellement un gain net de performance et ça pour 300 € de plus. Donc ce MacBook Pro 13 pouces n'a pas réellement de gros intérêt, non pas parce qu'il est raté, il reste très performant, mais juste parce que le Air à côté est très bon et les 14 et 16 pouces présentent des trucs vraiment plus. A mon sens, il n'y a que si vous souhaitez par-dessus tout le meilleur 13 pouces possible que le MacBook Pro 13 pouces vaut le coup. Le Air, sinon lui, c'est définitivement le meilleur rapport qualité-prix. C'est un ordinateur parfait pour la bureautique, mais aussi avec lequel on pourra faire du montage normal sans souci. On verra la config idéale pour le montage dans la dernière partie de la vidéo. Ok, allez, on ramène les 14 pouces et les 16 pouces dans l'arène maintenant. Alors avec eux, on a maintenant d'autres puces plus performantes qui sont les M1 Pro et les M1 Max qui peuvent équiper les deux ordinateurs. Ces deux nouvelles puces et donc ces deux nouveaux ordinateurs 14 et 16 pouces, ils sont réellement destinés à une utilisation assez poussée. Elles n'auront aucune utilité pour une utilisation bureautique et ne vaudront pas le prix d'achat pour du montage simple ou alors du montage occasionnel. Pour ceux qui achètent un ordi dans le but premier de faire du montage vidéo très poussé et très régulièrement, sur des logiciels gourmands comme Final Cut, DaVinci Premiere Pro, là c'est plus justifié. D'ailleurs pour ceux qui utilisent Premiere Pro à fond, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a quelques trucs à savoir.
Pour une utilisation amateur, sinon le 14 et 16 pouces, si puissant, à mon avis, c'est un petit peu du gaspillage d'argent. Donc la différence, c'est vraiment l'utilisation soutenue et régulière ou pas que vous allez en avoir. Par exemple, faire un montage en 4K mais comme ça une fois de temps en temps, le MacBook Air il va également y arriver sans souci. Par contre, faire du montage 4K tous les jours avec ce souci professionnel de perdre le moins de temps possible pour enchaîner les montages, effets, etc., là les 14 et 16 pouces sont beaucoup plus justifiés. Donc pour vous reprendre un dernier exemple, quand tu es chez toi tranquille en train de faire ton petit montage pour le plaisir, que ton export il fasse 20 minutes ou 15 minutes, tu t'en fiches pas mal. Ça serait un petit peu bête de mettre 500 € de plus là-dedans. Mais par contre, le professionnel, eh bien ça, il le veut. Et donc maintenant, lui, il a le choix entre deux puces, la M1 Pro et la M1 Max. La différence entre les deux, ça va être pour la partie graphique. La M1 Max propose plus de cœurs en GPU. Elle peut monter jusqu'à 32 cœurs, tandis que la M1 Pro s'arrête à 16. Pour le montage vidéo, ça va avoir deux avantages. Mais deux avantages qui, selon votre utilisation, pourraient être totalement secondaires, voire complètement inutiles. Le premier avantage, c'est une meilleure fluidité de lecture sur votre séquence lorsque vous faites play. Ça paraît cool comme ça, mais encore faut-il que vos rushs en demandent beaucoup à votre machine. Et je vous le dis d'emblée, sur ce point, pour 95% des gens, dont je fais partie, nos rushs vidéo n'en demandent pas assez. Si vous avez des rushs assez standards pris avec votre téléphone, votre appareil photo, votre GoPro, drone, etc., quasiment tout le temps en H.264 ou H.265, et bien aujourd'hui même la petite puce M1 de base assure une excellente fluidité de lecture pour ces clips là. Autant vous dire que la M1 Pro carbure aussi, et elle du coup on pourra même rajouter des effets, ça passera toujours. Et donc ici la M1 Max n'a aucun intérêt là-dessus. Là où elle va présenter un réel intérêt, c'est pour les pros qui ont vraiment une utilisation très costaud et qui montent avec des rushs en format RAW. Le second avantage, c'est pour la durée des rendus et des exports. Ce sont des opérations qui nécessitent énormément la carte graphique et donc le temps d'export sera plus court avec la M1 Max. Les monteurs professionnels qui eux peuvent avoir de multiples exports à faire très rapidement avec pourquoi pas des clients qui attendent, là avoir un gain d'export et de rendu c'est très appréciable. Mais sinon même en tant que pro, si vous n'êtes pas dans des urgences de rendu, gagner quelques minutes sur un export de temps en temps, ça vaut pas le coup. D'autant plus qu'avec la M1 Pro, en réalité, on a déjà là une carte graphique qui accélère pas mal les rendus. Donc pour une immense majorité, c'est la M1 Pro qu'il faut choisir. La M1 Max, c'est vraiment pour les monteurs professionnels qui ne peuvent pas se permettre de perdre du temps, ou alors qui montent avec des formats vidéo bruts. Alors bien entendu, en dehors du montage vidéo, la M1 Max, elle sera également très pratique pour les graphistes professionnels et pour toutes les personnes qui travaillent globalement sur la 3D. Alors le choix entre le 14 pouces et le 16 pouces. Déjà, c'est assez inédit dans la gamme Pro, le petit embarque les mêmes configs que le gros. C'est-à-dire que le 14 pouces a des performances très proches de celles du 16 pouces. Le 16 pouces reste un poil plus puissant grâce à une meilleure optimisation, mais pas de beaucoup, et donc clairement là, on n'est plus limité par la taille pour définir la puissance de notre ordinateur. Donc là, c'est vraiment selon votre exigence au niveau de la transportabilité. Le 16 pouces, ça commence gentiment à demander des efforts pour le transporter, d'autant plus que ce dernier est encore plus lourd et plus épais que l'ancien 16 pouces, celui que j'ai ici. Le 14 pouces, lui à côté, il paraît assez idéal. En revanche, pour un plus grand confort et pour cette petite performance en plus, le 16 pouces sera là le meilleur choix. Son écran en 3,5K est aussi mieux défini. Mais bon, il faut sortir le billet. Allez, avant de passer sur les configurations que je préconise pour le montage vidéo, on parle rapidement de la RAM, car c'est pas pareil que d'habitude et donc c'est assez important pour l'achat. La RAM de tous ces nouveaux Mac, eh bien c'est une mémoire unifiée, c'est-à-dire qu'elle est interne à la puce directement. Donc ici, aucune barrette de RAM, et donc aucune possibilité d'en rajouter par la suite. Bon, en vrai c'était déjà le cas avant avec la RAM soudée, donc ça ne change rien. Par contre, bonne nouvelle, avec cette mémoire unifiée, il semble maintenant qu'on n'ait pas forcément besoin d'avoir autant de gigas de RAM que d'habitude. Des configurations avec simplement 8 Go de RAM peuvent suffire pour du montage vidéo simple, très correct. Là où d'habitude avec un système classique, 8 Go de RAM, ça devient très compliqué. Du coup, pour une utilisation classique avec montage occasionnel, 8 Go de RAM en mémoire unifiée, c'est suffisant. Pour une utilisation poussée ou alors pour quelqu'un qui a une utilisation standard mais qui est prévoyant dans le futur, là, prenez 16 Go de RAM, ça sera toujours bien. Et enfin, pour quelqu'un qui a une utilisation poussée et qui veut être prévoyant en plus de ça, prenez 32 Go de RAM, ça sera nickel. Tout ça, ça me fait rebondir sur un truc qui est très important, acheter un Mac, c'est acheter un ordinateur fermé avec une config qui ne pourra pas évoluer. Donc c'est quelque chose à bien prendre en compte au moment de l'achat, pensez vraiment à vos besoins dans quelques années. Allez, la dernière partie, les configs que je trouve pertinentes pour du montage vidéo. Pour ceux qui veulent le meilleur rapport qualité-prix pour faire du montage très correctement sans demander la lune, c'est au choix le MacBook Air ou le Mac Mini. Alors les options par ordre de priorité. Si vous pouvez vous permettre une option, ça sera le 512 Go de stockage, pour être un minimum confort. Vraiment cette option, je vous la préconise grandement. Si vous pouvez prendre deux options, là prenez donc 512 Go de stockage et aussi 16 Go de RAM. Et enfin, troisième option, eh bien vous prenez 1 Tera de stockage en plus des 16 Go de RAM.
Pour moi, la meilleure config qui prend en compte les performances, le prix et la vie à long terme de la machine, c'est celle avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM, que ce soit pour le MacBook Air ou le Mac Mini. Alors sur le MacBook Air, vous n'êtes pas obligé de prendre la puce avec 8 cœurs en GPU. Mais elle ne coûte que 40 € de plus, c'est pas comme sur l'iMac où cette version est accompagnée par d'autres options qui créent une grande différence de prix. Ce cœur supplémentaire en GPU, ça vous apportera à peu près 5 à 10% de plus en performance graphique. Donc moi, pour 40 € seulement, je les prendrai. Mais ce n'est pas non plus ce qui va tout changer. Prix total de cette config pour le MacBook Air, 1629 €, et pour le Mac Mini, prix total de la config, 1259 €. Ensuite, la config pour du montage très confort, qui conviendra aux amateurs très exigeants, mais aussi à pas mal de professionnels. Ça serait le MacBook Pro 14 de base en M1 Pro, sans aucune option, et donc à 1250 €. Si vous souhaitez quand même prendre des options, 1 Tera de stockage si vous souhaitez, ou alors 32 Go de RAM pour être prévoyant dans le futur. Mais en vrai, la version de base, elle est largement suffisante pour beaucoup de professionnels. Si aujourd'hui je devais changer mon ordi, eh bien ça serait sur cette machine que je me tournerais. Le format 14 pouces est un bon idéal entre le 13 et le 16, et surtout même pour mes clients, je n'ai pas besoin de la M1 Max. Mais vraiment, c'est déjà pour une utilisation assez pro. Et enfin, la config du monteur professionnel, mais qui travaille vraiment sur des gros projets où il n'est pas tout seul avec tout le temps qu'il souhaite, et bien là, ça serait le MacBook Pro 16 en puce M1 Max. Ici, on aurait obligatoirement 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage, et c'est vraiment ce qu'il faut. Prix final, ça pique un peu, 3849 €, c'est très cher, mais en vrai pour les pros, pas tant que ça. Allez, petit bonus, je ne vais pas oublier tous ceux qui sont amoureux de l'iMac, ce que je peux comprendre. Certes, vous n'aurez pas le meilleur rapport qualité-prix, mais avec ce tout en un et cet écran, vous aurez quand même un très bel ordi performant et très pratique. Pour rester à un prix assez abordable à moins de 2000 €, eh bien on aurait deux versions possibles. Celle que je prendrais moi, eh bien en vrai ce serait la version avec seulement 2 ports USB-C, car en vrai 95% du temps ça va me suffire, et les 7 cœurs au lieu de 8 cœurs en GPU, c'est loin d'être dramatique. Grâce à ça, eh bien je pourrais mettre 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour un prix final de 1909 €. Sinon, si vous voulez vraiment les 4 ports USB-C, eh bien il faudra prendre juste avec 8 Go de RAM, toujours 512 Go de stockage. Ici, vous arriverez à 1899 €, donc quasiment pareil. De manière générale, sur les options, si vous hésitez vraiment entre la RAM et le stockage, garantissez-vous un stockage au moins à 512 Go, mais après donnez priorité à la RAM. Car comme on l'a vu, la RAM, une fois achetée, on n'aura plus aucune solution pour améliorer ça. Alors que pour le stockage, au pire, eh bien on a toujours la solution du disque dur externe. C'est pas négligeable pour le futur de l'ordinateur. Voilà, je finis cette vidéo par une remarque quand même assez importante en ce qui concerne les logiciels de montage vidéo et surtout Premiere Pro. De manière générale, DaVinci et Final Cut sont très bien optimisés avec les puces M1, et notamment les puces M1 classiques. Ce qui fait que les pros qui ne poussent pas non plus trop loin le montage vidéo, même si vous en faites très régulièrement, la puce M1 tout simple peut largement suffire avec ces logiciels. Ils tournent parfaitement bien dessus, donc ça peut complètement être une possibilité d'économie importante. Les monteurs pros et vidéastes qui eux font des montages plus complexes, là prenez toujours la M1 Pro. Sur Premiere Pro, la donne est malheureusement différente. Le logiciel est moins bien optimisé. La puce M1 reste globalement plus performante que les systèmes Intel équivalents, mais la différence est moins importante. Pour une utilisation loisir, elle convient parfaitement, pas de souci. En revanche, pour les pros audiovisuels, même ceux qui ne font pas des montages de folie, il vaut mieux investir directement dans la M1 Pro quand on monte sur Premiere. Les exports, les rendus prennent plus de temps. Si c'est votre activité principale, tout ça accumulé, ça va vous faire perdre beaucoup de temps à la longue. Voilà, c'était la grosse vidéo guide d'achat pour les Mac, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en like, en commentaire, merci par avance pour ça. N'hésitez pas non plus pour d'éventuelles questions au cas par cas en commentaire. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine. Ciao.